Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. À partir de quel âge on sait qu'on est une fille ou qu'on est un garçon? C'est assez difficile de répondre à cette question et d'ailleurs je crois qu'aucun adulte ne se souvient vraiment de l'âge auquel il a été sûr d'être une fille ou un garçon. Mais contrairement à ce que disent certaines personnes, il me semble qu'il est préférable que les parents évoquent la différence des sexes avec leurs enfants dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, ils le font de toute façon déjà par le choix du prénom. C'est vrai qu'en choisissant le prénom de son enfant, eh bien, on indique déjà son désir. En tout cas, la question du genre est de plus en plus souvent abordée dans les médias et donc nous allons en parler avec notre pédopsychiatre Stéphane Clerget. Évidemment, la première question que je vais lui poser sera à partir de quel âge l'enfant se construit son identité sexuelle. Peut-être d'ailleurs que le mot sexuel peut être troublant quand on parle de son identité, ça veut dire son identité de personne, d'individu. Et s'il est vrai qu'on peut plus facilement aujourd'hui décider de devenir un homme ou une femme, il ne faut pas pour autant peut-être nier le sexe biologique. Cela me semble important parce que je crois qu'il faudra toujours du masculin et du féminin pour créer un nouvel être humain. Enfin, je crois qu'on se construit aussi en fonction des modes, des modèles, et cette construction identitaire n'est jamais finie. Donc, je vous invite à venir nous raconter comment vous vous êtes construit. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes pédopsychiatre et auteur d'un livre formidable dont je vous rappelle souvent, Nos enfants ont aussi un sexe. Et là, on va plutôt parler de cette construction, la manière dont on se construit, et c'est vrai qu'on va se construire en tant qu'être humain, et un petit peu quand même en tant que masculin ou féminin, mais c'est un sujet délicat et je sais que vous étiez d'accord pour en parler. Je vous en remercie parce que c'est un sujet un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de sexe biologique, on serait anti-trans, ce qui est absolument pas mon cas ni le vôtre évidemment. Non, c'est vrai qu'il y a des débats un peu idéologiques, mais ce qui importe, c'est finalement de savoir comment on se sent dans sa peau d'homme et de femme, et en tant que parent, effectivement, comment se conduire avec son enfant sur ce sujet-là. C'est finalement un sujet un peu méconnu et pourtant on sait pas mal de choses grâce à certaines études, et que notamment dès l'âge de 2 mois, le nouveau-né repère un homme d'une femme sur la voix. Il différencie la voix d'un homme et la voix d'une femme. Alors évidemment, il y a des fois des voix sans doute pas très évidentes, mais en tout cas, il repère la différence. Et dès 4 mois, il reconnaît un visage d'homme et un visage de femme. Et donc, tout au long ensuite de son développement, notamment les 3 premières années, il apprend à repérer ce qui distingue classiquement et dans son milieu, évidemment, les hommes des femmes. Donc cette notion comme ça de différence entre masculin et féminin est très précoce. Moi, ça ne me surprend pas, mais ça va peut-être surprendre pas mal de gens qui ont tendance à penser qu'il faut laisser l'enfant grandir avant de lui parler de la différence des sexes, etc. En fait, c'est même pas la peine de lui en parler, puisque de toute façon, il le repère. Oui, effectivement, il repère des différences, en tout cas les différences anatomiques, mais pas seulement, les différences de comportement, si tant est qu'elles existent autour de lui, les différences de manière de s'habiller, si encore une fois, ça existe autour de lui. Toutes ces différences un peu implicites, qui ont certes évolué au fil du temps. Sans doute qu'aujourd'hui, les différences qu'on repère tous entre un homme et une femme sont peut-être un peu différentes d'autrefois, ne serait-ce que dans la manière de se vêtir. En tout cas, l'enfant les remarque. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai qu'en Suède, par exemple, il y a eu des expériences où, dans les crèches, par exemple, on décidait de ne pas nommer l'enfant ni fille ni garçon. C'est-à-dire qu'on était neutre, et des familles aussi, des parents, ont décidé de ne pas dire à l'enfant s'il était garçon ou fille. C'est des choses qui ont été faites ces 20 dernières années, avec finalement des résultats
assez... Pas terrible. Je sais que vous n'osez peut-être pas le dire, mais je connais les résultats et c'est même un peu inquiétant parce que, alors je vais dire un mot qui va peut-être choquer, mais ça peut presque rendre un enfant un peu psychotique, hein, de pas savoir se situer entre le garçon ou la fille, quoi. Enfin, on a besoin. Après, on peut se construire en opposition à ce qu'on est. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je crois que quelqu'un qui était né avec un sexe biologique masculin, par exemple, et qui à 18 ans a envie de se construire en opposition, c'est-à-dire a envie de devenir fille, ça me paraît pas grave, ça, sur un plan mental, je veux dire, parce qu'il y a quelque chose de cohérent. Ce que je trouve un plus inquiétant, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je vois que vous me regardez très inquiet de ce que je vais oser dire. Non, je ne suis pas inquiet par votre parole. Ce qui est plus inquiétant, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui va aller d'un endroit à un autre en fonction de ce qu'il entend, parce que là, il n'y a pas de colonne vertébrale, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'une identité, hein. Et en sachant que de toute façon notre identité sexuelle, mais pas seulement, elle ne cesse d'évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que vous posez la question à quel âge on se sent garçon ou fille. On sait aujourd'hui, d'après, encore une fois, beaucoup d'études, que c'est à partir de 3 ans, hein, que l'enfant, dès 2 ans et demi souvent, mais en tout cas à 3 ans, plus de 90% des enfants se désignent garçon et fille et repèrent une fille d'un garçon. Donc c'est finalement assez précoce, même s'il ne sait pas encore ce que ça signifie, être un homme, ou être un garçon, être une fille. Et il imagine d'ailleurs à 3 ans que c'est quelque chose, et il imagine encore plus aujourd'hui, que c'est quelque chose qui peut être réversible. Ce n'est que vers 5-6 ans qu'il a conscience que c'est vraiment définitif. Mais quand bien même, au-delà de ça, ce sentiment d'être garçon, d'être fille, notre manière de concevoir le féminin du masculin, ça évolue tout au long de notre existence. Hein. C'est pas du tout figé, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme parfois même notre orientation sexuelle. Mais d'emblée, vous l'avez dit, il faut différencier l'identité sexuelle de l'orientation sexuelle. Hein. L'identité sexuelle, c'est se savoir garçon ou fille. L'orientation sexuelle, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des hommes par exemple, qui se sentaient femmes, mais qui pour autant étaient attirés sexuellement par les femmes. Donc l'orientation sexuelle et l'identité sexuée, ce sont des notions différentes, évidemment un peu liées. Parce que quand on se sent homme ou quand on est homme, la pression sociale va aussi, et puis d'autres facteurs, hein, va nous pousser plus à choisir des femmes comme partenaires. Mais en tout cas, c'est quand même 2 notions différentes. Justement, vous utilisez le mot différent, et je pense que on n'a pas encore tout à fait compris que c'est pas parce que les hommes et les femmes sont différents sur plein de points, hein, et on va pas, c'est pas le sujet du jour, qu'il faut pas penser qu'ils sont identiques sur le plan social, je veux dire. Oui. Et c'est pas parce qu'on va nier les différences qu'on aura plus d'égalité homme-femme. Ça n'a rien à voir. Et je crois qu'il y a peut-être aussi ce mélange qui se fait parfois dans la tête des gens. Alors oui, parce que bon, il y a, vous l'avez dit, le sexe biologique, hein, c'est-à-dire la réalité anatomique. Et puis, et évidemment, hommes et femmes, sur le plan légal, doivent avoir les mêmes droits. C'est-à-dire que le corps anatomique ne doit pas imposer des devoirs, ni limiter les individus en droit. Donc le corps anatomique ne doit... Il n'y a que la nature qui va éventuellement nous imposer des choses, voilà. Comme la les nature, femmes qui ont des règles. Nous impose des choses. Mais ça, c'est pas la société, c'est une instance supérieure, appelez-la comme vous voulez. Oui, non. Et de fait, il y a des différences anatomiques, il y a un certain nombre de différences, ne serait-ce que l'espérance de vie, qui est par exemple beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Hein. Donc, la force physique, plus importante chez les hommes. Majoritairement plus fréquente, plus importante chez les hommes. Mais à chaque fois, on trouve effectivement, évidemment, des exceptions, mais les faits sont là. Mais ça pose aussi la question de se sentir homme ou de se sentir femme. C'est-à-dire qu'on peut avoir un corps d'homme et se sentir femme, et avoir un corps de femme et se sentir homme, et c'est des choses qui peuvent apparaître très tôt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on peut faire quelque chose avec ça, et c'est très bien d'ailleurs.
Je pense que on va écouter ce qu'ils nous disent, tous, et on va essayer de les aider à mieux comprendre ces notions qui sont encore un peu floues et qui sont parfois un peu malmenées, soit par des personnes qui veulent rester dans des schémas trop caricaturaux d'antan, ou au contraire dans des schémas un peu révolutionnaires qui font perdre aussi un petit peu le sens des repères. On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Clerget et on essaye de comprendre comment on devient un homme, une femme, un garçon, une fille, ou que sais-je encore, après tout. Non, je plaisante bien sûr. Stéphane Clerget est avec nous. Je rappelle votre dernier livre, ça s'appelle Le cerveau médecin. C'est aux éditions Le Duc, où vous nous donnez beaucoup de conseils pour rester en bonne santé. Delphine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors, si je suis ce que disait tout à l'heure Stéphane Clerget, si j'étais un enfant d'1 an, j'aurais l'impression que vous êtes un homme. Donc, j'imagine que vous êtes trans, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui, c'est ça, ouais. Oui. Après, donc du coup, moi, pour parler sur le sujet, alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de s'identifier à un genre. On aura besoin d'un homme et d'une femme. Mais effectivement, moi, dans mon cas, je suis né garçon. Oui. Mais assez tôt, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal chez moi, en fait. D'accord. Enfin, pas normal. En tout cas, vous vous reconnaissiez pas dans ce qu'on disait des garçons. Voilà, tout à fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Non, mais je fais attention à ce mot normal, parce que très vite, il y a des gens qui ont l'impression qu'on va dire que vous êtes anormal, alors que non, pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça que je fais attention à ce terme qui aujourd'hui est souvent mal compris. Bien sûr. Donc voilà, moi vers, je pense qu'aux alentours de 3-4 ans, quelque chose comme ça, je me sentais fille, mais on me disait voilà. Tu es un garçon, donc tu as des jeux de garçon, donc tu t'habilles comme un garçon, et en fait, c'est vrai que tout ça, ça vous convenait pas. Et qu'est-ce que vous aviez envie? Enfin, je sais pas. Par exemple, si on vous habillait en garçon, vous aviez envie quoi? De changer de vêtements, Clairement. Je comprenais pas pourquoi moi j'avais pas le droit de mettre une robe ou une jupe alors que mes cousines pouvaient, quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était sur des choses comme ça. Et puis après voilà. Et vous pouviez l'exprimer à vos parents ou pas? Non, moi après j'ai 43 ans bientôt. C'était pas une époque où on parlait de ces choses-là, donc c'était tabou, presque ça n'existait pas. Donc oui, en 1985, on en parlait quand même un petit peu quand même, mais pas au niveau de l'enfant, non. Oui. On présentait les adultes transsexuels, mais on parlait pas du tout de leur histoire, et les parents ne se sentaient pas concernés. C'est ça, tout à fait. Et puis alors, surtout que moi en plus j'ai grandi dans un petit village, donc c'était au pire les gens des villes. Mais dans les villages, ça pouvait pas exister, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai grandi avec cette souffrance et en même temps avec cet espoir de me dire quand j'allais me coucher le soir, en me disant c'est un mauvais rêve, demain je vais me réveiller, je serai dans mon genre en fait. Et puis forcément tous les matins je me réveillais et j'étais toujours dans le genre masculin. Oui, mais c'était certainement une belle soupape de sécurité de pouvoir imaginer, rêver que vous étiez une fille dans vos rêves. Bien sûr, ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais après, les choses faisant, je me suis identifié à un genre que je n'étais pas, et jusqu'à pouvoir effectivement m'assumer et faire cette transition il y a 2-3 ans en arrière maintenant. Donc assez tard quand même.
Assez tard. Assez tard. À 40 ans. Ouais. J'ai fait mon coming out, j'avais 38 ans. Mmh. Donc après, le temps de rentrer dans le processus médical. Et puis après, ça prend aussi du temps pour pouvoir faire les opérations. Entre les rendez-vous, il y a des délais. Donc, et puis on peut pas non plus faire des opérations comme on veut. Donc en fait, il faut attendre 2 ans d'hormonothérapie pour pouvoir commencer les opérations. Bien sûr, c'est normal. Mais normal. Delphine, comment pour essayer de rester dans le sujet du jour, je vais vous poser une question. Si elle vous dérange, vous répondez pas. Qu'est-ce qui dans votre famille, dans votre très jeune enfance, a pu faire que vous vous sentiez pas, vous reconnaissiez pas dans ce sexe biologique de garçon? Alors moi, j'ai mes parents qui ont divorcé, j'avais 1 an et demi. Oui. J'ai énormément été entouré de femmes. Donc c'est ma mère qui m'a élevé. Moi, mon père, je le voyais un week-end sur 2. Je voyais plus souvent forcément ma mère, ma grand-mère maternelle, ma nourrice. Après, les maîtresses à l'école. Et en fait, j'étais vraiment dans ce monde très féminin. Est-ce qu'on pourrait... Alors, excusez-moi, Delphine, je fais un petit peu Sherlock Holmes, et puis c'est juste pour que les auditeurs arrivent à mieux saisir. Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que en tant que petit garçon, votre père, on le jette dehors, donc peut-être que si vous êtes un homme, on va aussi vous jeter dehors. Est-ce que ça pourrait être une histoire de ce genre-là, par exemple? Alors non, parce que j'ai pas vu les choses comme ça, mais effectivement, je me posais la question en me disant, peut-être que je m'identifie comme fille parce que j'ai vraiment beaucoup de femmes autour de moi. Et donc, j'ai repoussé tout ça, j'ai refoulé tout ça, et au final, vraiment, en grandissant, après, j'ai fait des métiers, entre guillemets, très masculins, et en fait, non, j'avais toujours ce mal-être. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que malgré votre sentiment d'être une femme, vous avez choisi des métiers d'homme pour vous aider à quand même rester dans le rôle biologique que la nature vous avait donné. Stéphane Clerget, vous qui dites, je me souviens, vous aviez évoqué à un moment donné le problème de manque de repères masculins, notamment dans les écoles. Quand vous entendez Delphine qui dit, il y avait que des maîtresses, ça vous parle tout ça? Oui, c'est une possibilité. C'est une question à laquelle on n'a pas tout à fait de réponse. Qu'est-ce qui fait que l'enfant se sent ou veut être de l'autre sexe? Parce qu'en fait, quand j'ai dit qu'à 3 ans, on se savait garçon ou fille, ça ne veut pas dire qu'on avait envie d'être garçon ou fille. Bien sûr, si on se savait, on nous désigne garçon ou fille. Et il se trouve que certains enfants, assez précocement, refusent, ou ne se savent pas garçon ou fille, ou refusent. Veulent être finalement, aimeraient être de l'autre sexe. Pourquoi? C'est pas forcément le symptôme de quelque chose de dysfonctionnel dans la famille d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a des enfants qui sont garçons ou filles, mais à la fois se sentent de l'autre sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aussi leur désigner qu'ils sont de l'autre sexe. C'est-à-dire qu'on peut très bien être désigné garçon. Oui, ok, t'es un garçon, mais au fond de moi, en tant que parent, je te vois comme une fille. Mais oui, bien sûr. L'enfant se sent regardé comme une fille parce qu'il est gracieux, parce que les parents avaient envie d'une fille, pour toutes ces raisons, il ne le sait pas. Mais du coup, il va adhérer au désir conscient ou inconscient des parents. Ça, c'est une première possibilité. Il y en a 1000 autres. Et il y a aussi des enfants qui peuvent considérer que être de l'autre sexe, c'est avoir plus de pouvoir. Moi, j'ai vu des enfants vouloir être filles parce qu'ils avaient le sentiment que les femmes étaient plus fortes et que pour eux, être une fille, c'était être plus puissant. C'était presque une revendication virile que d'être une fille, parce que la puissance était de ce côté-là. On voyait que dans la famille, les hommes, ils faisaient pas grand-chose, et les femmes étaient plus puissantes, que les hommes étaient bébêtes, ils cédaient à la séduction des femmes, bref, les superwoman, quoi. Donc, moi je veux être puissant, je veux être un vrai gars, donc je serai une fille. Ça peut être ça. Ça peut être aussi 1000 autres choses. J'avais reçu un garçon, ils étaient 2 garçons jumeaux, il y en avait un qui était très très garçon, petit mâle alpha, les voitures, le foot, et l'autre les paillettes, les poupées. Et les parents m'ont amené le garçon qui voulait être paillette poupée, comme par hasard.
Bah oui. Parce que c'était un problème. Et en discutant avec lui, en gros, pour résumer, j'avais expliqué qu'il pouvait très bien, qu'il n'avait pas besoin. Il voulait devenir fille quand même. Je lui avais dit, t'as besoin d'être une fille pour jouer aux paillettes et aux poupées. Tu peux rester un garçon et jouer aux paillettes et aux poupées. Et je lui ai dit, t'as même le droit, parce que ton frère joue au ballon et aux voitures. Toi, t'as même le droit en plus de jouer aussi au ballon et aux voitures. Et finalement, les choses ont un peu évolué comme ça. Il s'intéressait aux paillettes et aux poupées, mais aussi aux ballons et aux voitures. Donc l'autre frère se sentait un peu menacé. Donc il avait compris qu'il pouvait être garçon tout en jouant à des trucs dits de filles. Et ça allait beaucoup mieux. Après, les parents l'ont amené, m'ont dit ça va beaucoup mieux, il veut se marier. Il veut se marier avec une fille. Donc tout va bien, il est guéri. Je l'ai vu quand même une dernière fois, je dis ah ouais, tu veux te marier et pourquoi? Il me dit bah ça va être super, si je me marie, j'aurai une belle robe de mariée. Oui. Bon, en tout cas, Delphine, merci de votre témoignage, parce que c'est peut-être, comme je le dis toujours, grâce à vos témoignages qu'on avance avec plus d'ouverture d'esprit, tous ensemble. Donc merci beaucoup, Delphine. Merci à vous. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci. On fait une petite pause, on continue dans un instant. N'hésitez pas vous aussi à réagir, 0826 300 300, quelle que soit votre opinion, vous le savez, ici on parle vrai. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, nous évoquons aujourd'hui l'identité, comment on se construit dans son identité masculine ou féminine. Et c'est Brigitte qui nous rejoint. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Stéphane. Merci bonjour, de m'accueillir sur votre antenne. Allez-y, on vous écoute, oui. Oui, alors moi j'ai une petite histoire là que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps. C'est que j'ai une amie, un couple d'amis, dont le papa est décédé il y a quelques années. Donc ils ont 2 filles, dont une s'appelle Louise, qui a donc grandi avec ma fille en maternelle, en primaire, et elles se sont toujours très bien entendues. Elles jouaient avec des chiffons, avec des poupées, enfin classiques quoi, de filles. Et c'est ensuite, la vie a changé. Ma fille est partie à l'école d'un côté, Louise est partie de l'autre. Et j'ai appris récemment que Louise était devenue Lou. Alors, elle a changé son prénom parce qu'elle est devenue garçon, mais sans changer de sexe. Vous voulez dire donc, sans opération voilà, sans opération. Oui. Exactement. Et donc, elle a eu fait des études de sage-femme, elle est sage-femme, et elle s'appelle Lou. Je ne l'ai pas revue depuis. J'ai juste eu une photo de lui. C'est un très beau jeune homme qui a une 30aine d'années et qui est devenu Lou. Donc, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Durant la jeunesse, elle était assez féminine, que je sache. Voilà. Ça a été un peu surprenant, mais totalement possible. Et vous êtes toujours amie avec sa mère, avec la mère de Lou? Oui, tout à fait. Qui le vit bien, je suppose. Oui, qui le vit très bien, qui s'est bien documenté, parce qu'elle connaissait pas du tout ce genre de situation, donc elle s'est quand même documentée, et bien sûr l'a accepté totalement, parce que c'est la vie de sa fille et que elle accepte complètement. De toute façon, Lou est majeure, donc les parents n'auraient pas eu, enfin les parents, la mère, puisque je crois que le père est décédé, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, elle n'a pas eu de jugement. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Elle a accepté dans le sens où elle n'a pas jugé et que c'est comme ça et que ça reste son fils, donc aujourd'hui. Ouais. Mais le fait que ce soit un sujet dont on parle plus, ça aide quand même aussi les familles à accepter plus facilement les transitions, parents, bien sûr. Oui, parce que autrefois les parents se sentaient obligés de rejeter leur enfant. Là aujourd'hui, finalement, c'est plus facile pour eux, même si ça reste un questionnement pour beaucoup de parents. J'en rencontre. Là, ce que je trouve intéressant dans ce témoignage de Brigitte, c'est que on voit que on peut avoir envie d'être de l'autre sexe uniquement dans le regard des autres, parce que là, dans l'apparence, et ça peut suffire, et c'est ça qui est important. C'est que dans le regard des autres, parce que finalement notre identité sexuelle, c'est aussi beaucoup le regard des autres. D'ailleurs, dès l'âge de 3 ans, on nous dit être fille, on nous dit être garçon, donc on se conforme au regard social.
et que là, c'était finalement pas son propre regard, puisque quand elle se regarde ou quand il se regarde dans le miroir, c'est un corps de femme. Mais ça n'a pas l'air d'être le souci. C'est l'envie d'être regardé comme un homme avec un prénom d'homme, et ça peut suffire. Et c'est formidable parce que ça coûte quand même moins qu'une opération chirurgicale, hein, parce que ces opérations, faut quand même le dire, les gens qui font ça, c'est pas rien. Les pauvres, c'est très douloureux. Beaucoup d'opérations, c'est douloureux, ça peut rater. Enfin, c'est infernal. Faut vraiment être motivé. Donc de pouvoir se satisfaire d'être regardé socialement de l'autre sexe sans changer vraiment son anatomie, eh bien si ça suffit, c'est formidable. Oui, tout à fait. Après, je sais que c'est une jeune fille qui avait pas trop de poitrine, donc c'était peut-être plus facile pour elle aussi avec des hormones de varier au moins, du moins la poitrine. Ça, je sais pas certainement. Mais il y a une question que j'aimerais, qui me... Oui, allez-y, bien sûr, posez-la. J'avais entendu un maire d'une commune qui avait été... alors je ne sais plus si c'était une femme ou un homme au départ. Ensuite, il a changé ou elle a changé de sexe. Et quelques années après, elle voulait redevenir ce qu'elle était à la base. Est-ce que ceci est possible ? Alors si on s'est fait opérer, c'est possible, et on a de plus en plus comme ça des demandes de réassignation. Malheureusement, quand des adolescents ont pu obtenir très précocement des changements de sexe à l'occasion de questionnements identitaires passagers, eh bien, on en a de plus en plus qui demandent à revenir au sexe d'origine. C'est pour ça que c'est une décision qui doit être prise après une mûre réflexion et pas à l'emporte-pièce. Parce que c'est possible de réopérer, mais vous imaginez bien que c'est infernal. Déjà, la première opération est compliquée, la deuxième est encore plus compliquée. Donc oui, c'est possible chirurgicalement, mais ça reste des interventions lourdes. Oui, c'est pour ça que moi je suis tout à fait pour donner la parole et donner des conseils, etc. En tant que médecin, et moi je suis pas médecin, mais en tant que médecin esthétique, ou un homme qui veut devenir une femme et 5 ans plus tard veut redevenir un homme, moi je pense que c'est quand même une décision qui ne doit pas se prendre dans la difficulté surtout, Brigitte, c'est quand on donne des hormones mâles ou femelles à des jeunes enfants qui ne sont pas encore en fin de puberté, etc. Donc là c'est assez irréversible, et c'est toujours le problème. Encore une fois, qu'on soit à l'écoute des enfants, des ados, c'est essentiel. Mais moi, je pense que quand on sait à quel point, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Stéphane Clerget, mais quand on sait à quel point entre 13 ans et 25 ans, on ne sait pas trop qui on est, et on a du mal même à se construire, même si à aucun moment on a l'impression qu'on n'est pas du bon sexe. Donc on imagine bien que c'est compliqué. Un débat, les députés les sénateurs ont fait une proposition pour ne pas autoriser les bloqueurs de puberté à l'adolescence. Donc il y a eu un lever de bouclier. Mais on est nombreux comme médecins à ne pas être favorables aux bloqueurs de puberté chez des mineurs, parce que ça a des conséquences évidemment un peu définitives. Or, on sait que les questionnements identitaires, il y a des gens qui sont vraiment destinés plus tard à changer de corps, hein. Mais il y en a beaucoup chez qui c'est de plus en plus, chez qui ça traduit des questionnements identitaires, existentiels, mais qui ne nécessitent pas de modifier l'apparence définitivement avant un choix d'adulte, avant les 18 ans. Donc non, moi en tant que médecin, je suis pas favorable aux bloqueurs de puberté à l'adolescence, évidemment. Oui, ça doit être compliqué, oui, ça doit être difficile justement ce genre de décision, parce que après, comme vous dites, si c'est irréversible, c'est dangereux, quoi. Moi, ça me questionne un peu ce changement comme ça identitaire, c'est assez tôt. Oui, et puis je crois que c'est, enfin moi, je sais qu'on est dans une société où on veut que tout aille très vite, tout de suite, etc. Oui. Mais on sait très bien ce n'est jamais grave d'avoir été obligé d'attendre un petit peu
pour quelque chose, alors que d'agir sur un coup de tête, c'est parfois négatif. Des conséquences. J'ai vu des adolescents qui effectivement étaient dans ces questionnements-là, avec qui on a fait des différents entretiens, hein, ça n'a rien à voir avec les thérapies de conversion évidemment, mais qui ont compris que derrière cette envie de changer d'identité, c'était un mal-être qui était le leur aujourd'hui et qui a pu se dissiper. Ils ont pu s'assumer tels qu'ils étaient, garçons efféminés ou filles masculines, et au final, finalement, souhaiter garder leur anatomie première, et il n'y a pas eu besoin de nouvelle assignation sexuée. Donc il faut aussi prendre le temps d'écouter les gens, l'origine de leurs demandes, ce qui les fait souffrir réellement dans leurs difficultés actuelles, et pas s'emporter à donner des hormones et des... Tout temps, et ça c'est le conseil que je donne aux parents, si vous avez un enfant qui se pose ces questions-là et qui voudrait prendre des hormones ou changer ou faire une modification chirurgicale esthétique, vous pouvez toujours lui dire écoute, il sera toujours temps de le faire plus tard, pour l'instant on réfléchit, et c'est pas, je veux dire, c'est pas dire non d'une manière catégorique à un ado, c'est juste lui faire bien comprendre que ce sera toujours possible, mais qu'il faut le temps de maturation, de réflexion, parce qu'à ces âges-là, on sait pas tout. On sait pas trop. Ouais. Mais non, mais comme vous dites, faut pas avoir peur de la réflexion, de se renseigner, de s'écouter, d'écouter les autres. Après, si je peux terminer sur cette note-là, c'est que moi, je rêverais de rencontrer un homme qui ait au moins 50% de féminité avec lui, parce que je pense qu'il y aurait un peu meilleure communication dans un couple s'il y a une part féminine chez un homme un peu plus développée que la moyenne, on va dire. C'est mon sentiment. Après, je peux me tromper, je sais pas. J'ai pas rencontré encore d'hommes qui avaient une grande part de féminité. Oh, il y en a quand même. C'est étonnant que vous n'en ayez pas rencontré. Alors, j'ai vous en présentez un ami avec plaisir. Et mon meilleur ami a cette part de féminité assez importante, et je trouvais que nos relations étaient amicales et très très constructives, parce qu'il a cette part de féminité qui, chez moi, ça me plaisait beaucoup, quoi, de converser avec lui, parce que ça m'apportait une meilleure compréhension de l'homme, justement, et je trouvais ça chouette. Et donc j'aimerais bien, effectivement, avec plaisir, rencontrer un homme avec une belle part de féminité. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec ce Stéphane Clerget, il y en a, et il y en a de plus en plus, parce qu'ils osent aujourd'hui justement laisser leur sensibilité un petit peu plus, et ils sont moins guerriers. En tout cas, votre petite annonce est bien passée. Voilà. Je vous remercie, comme je suis célibataire. Le standard va exploser. Voilà. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, Brigitte. Christophe est avec nous, vous allez répondre à 3 questions intimes, Christophe, et vous pourrez en poser une après à Stéphane Clerget. Première question, si vous mettez une note sur 10, quelle note vous metteriez à votre sentiment d'être un homme ? 10. 10 sur 10 ? Totalement. Oui. Bon, alors on vous présente pas Brigitte, alors. Non, mais j'ai une part de féminité, mais sentiment d'être un homme... j'ai pas vraiment... Non, mais c'était ça ma question. Ah d'accord, on va dire 7,5 alors. 7,5, d'accord. D'accord. Oui, non, mais c'était ça ma question. J'avais pas compris correctement la question alors. Parce que je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est quand même très nouveau et très sympathique, je trouve, de pouvoir reconnaître qu'on a une part un peu masculine ou un peu féminine. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est ensuite de la dire. Oui. Qu'est-ce qu'on considère en soi comme féminin? Ça va être ma deuxième question, Stéphane Clerget. Christophe, alors, c'est quoi ces 2,5 de sentiment d'être féminin? C'est que après, c'est beaucoup l'attention, l'écoute. Après, avant on disait que c'était des trucs féminins, mais moi j'ai toujours été comme ça. Attention à l'écoute des autres, et comment ça s'appelle? Si je peux rendre service, je rends service. Il y a pas mal de trucs que je fais souvent à la maison que on disait réservé aux femmes, mais bon après moi j'ai jamais eu de problème avec ça en fait. C'est passionnant quand même ce que dit Christophe. C'est qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, l'altruisme, l'attention, la générosité, la prise en charge de l'autre, s'occuper de la maison, le maternage, on considère que c'est féminin. Oui, et c'est bien, très bien. Parfait.
Au moins, ici, on peut parler vrai. Troisième question, Christophe. Cet été, si vous aviez un endroit, un pays où vous aimeriez faire l'amour, ce serait lequel? Un pays où je vois... Allez, soyons fous. Vous avez une fusée qui vous emmène quelque part avec votre chair et tendre. Alors, je sais pas... je vais être un peu classique dans les bains japonais chauds là, comme ça va être, avec vue sur mon Fukushima, ça serait sympa. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, on voyage avec vous. Vous pouvez poser une question, Stéphane Clerget vous écoute. Alors par rapport au sujet, alors est-ce que c'est parce que l'autre fois j'ai entendu un débat sur le fait des personnes qui voulaient changer de sexe, mais ils voulaient changer plus tôt parce que par rapport à la voix qui change. Et est-ce que c'est vrai que si on le fait après que la voix ait changé, la voix elle reste masculine même si on a changé de sexe? Oui, c'est effectivement le cas et c'est ce qui justifie, vous avez raison, la demande des bloqueurs de puberté parce qu'il y a des choses qui restent effectivement définitives. Alors la voix est un petit peu modifiée après si on prend des hormones femelles, hein, mais effectivement il y a des choses qui se fixent à ce moment-là et la voix. Mais c'était un peu le principe des castrats, vous savez. Autrefois, dans certains pays, on retirait les testicules des hommes pour qu'ils gardent une voix aiguë, quoi. Oui, il y a la voix qui se transforme, surtout la voix masculine d'ailleurs. Oui. La testostérone rend la voix beaucoup plus grave. Oui, ça modifie les cordes vocales et effectivement, c'est un caractère assez définitif. Voilà la réponse de Stéphane Clerget. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup. On fait une petite pause et c'est Katia qui va revenir sur cette question du genre justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à évoquer la question de la construction identitaire avec Stéphane Clerget et Katia. Katia, je crois que vous avez envie de réagir. On vous écoute. Complètement. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci pour cette émission. Donc j'ai bien envie de réagir parce qu'effectivement, c'est un sujet d'actualité. Je suis maman solo d'un petit garçon de 11 ans. Effectivement, c'est des questions qui se posent à l'heure d'aujourd'hui. Alors moi, mon avis, il est très clair, très tranché. C'est que je me pose une simple question. Est-ce que mon enfant a 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, est-ce qu'il est libre de ses choix? Est-ce qu'il a une conscience qui lui permet de savoir qui il est? Est-ce qu'il est assez construit? En tout cas, ce type de... Est-ce qu'on a réponse à ces questions lorsqu'on est enfant? Je pense que non, même adulte, parfois. Donc à partir de ce moment-là, c'est très clair. Je pense que nous, en tant que parents, on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on dresse, on dresse une image familiale, une norme, celle que l'on veut bien, en tout cas, qu'on veut bien concevoir, qu'on projette sur l'enfant. Et pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que biologiquement, t'es un garçon ou t'es une fille. Voilà, donc rien que ça déjà. Donc depuis qu'il est tout petit, je veux dire, la question se pose même pas. Après, c'est vrai qu'on entend, moi j'ai beaucoup écouté des témoignages d'enfants qui se disaient, alors je pense à peut-être, il y a 1000 raisons, comme disait tout à l'heure Stéphane, qu'il y a peut-être des raisons de souffrance, autres, de projection. Et ce que j'entends souvent, c'est j'entends souvent des parents et souvent des mères qui très facilement acceptent cette situation. C'est-à-dire que sans se poser d'autres questions, on l'emmène chez un psy, puis le psy dit voilà, il se considère comme garçon, donc ou fille, c'est comme ça, et puis voilà, on va pas chercher plus loin. Moi j'estime que non. Alors déjà, moi je voudrais déjà avoir l'avis évidemment de Stéphane, et je pense que nous, en tant que parents, on a une responsabilité, parce que moi je pense que c'est comme une triangulaire. Il y a la société, les enfants et les parents. Et quand la société devient un petit peu trop permissive ou défaillante, nous les parents, on doit aussi faire barrage et soutenir. Alors moi, ce sont évidemment mes convictions, mais moi je suis avec des convictions un peu plus biologiques. Mais je pense que si la société commence à dériver, puis après pourquoi pas, si l'enfant se considère comme un ours, il va vouloir avoir des pattes d'ours.
Enfin, vous voyez, on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Ça va être difficile, mais je suis sûre qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui arriveront à faire des pattes d'ours. Ou se marier avec un robot ou des choses comme ça. On a déjà des histoires comme ça, je crois que c'est aux États-Unis, où récemment il y a quelqu'un qui a voulu épouser son chien et qui a réussi à obtenir le droit de le faire. Bref. Mais Katia, bien sûr que vous avez raison, c'est votre rôle en tant que parent d'aider votre enfant à se construire le plus clairement possible, et plus on donne des repères clairs à un enfant, plus il va se construire, même si, et je l'ajoute, et ça vous plaira peut-être pas Katia, même si quand il a 18 ans, il pourra peut-être décider totalement le contraire de ce qu'on lui a... Mais évidemment, mais je suis d'accord avec vous. Mais au moins il aura eu des repères clairs, oui, bien sûr. Moi, vous savez, je suis pour la liberté de chacun, mais je suis aussi pour que les parents jouent leur rôle de parents. Et dans l'éducation, il y a quelque chose de l'ordre de la verticalité, et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier ça. Moi, à part les parents maltraitants qui abusent de leurs enfants ou qui les maltraitent avec des coups, etc. Moi, le reste, après, on a le droit en tant que parent d'imposer les idées qu'on veut. Moi, c'est même pas imposé, hein. C'est-à-dire que c'est une norme. C'est-à-dire qu'on se pose même pas la question. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, je vais vous dire, j'ai 2 pieds. Je ne peux pas affirmer que j'ai 3 pieds. Vous voyez, à un moment donné, oui, si je m'en greffe un, j'en aurai 3. Mais il y a des réalités qui sont basiques. Ces réalités, on peut pas les nier, parce que si on les nie, eh bien, évidemment, déjà, c'est pas rassurant, je pense, pour l'enfant. C'est pas rassurant pour une société. Plus qu'on s'éloigne de notre nature, de la biologie, et plus que les gens souffrent. Voilà, c'est une souffrance, c'est un espèce de délire collectif où on va trouver. Et puis c'est un petit peu cacher la poussière sous le tapis, hein, cette histoire aussi. Hein. Parce que le véritable problème, il est peut-être autre. Parce que nos sociétés aussi qui vont vite, alors on voyait plein d'enfants qui transitionnent très rapidement, mais on est chez les foufous là. Parce qu'il y a un moment donné, je pense que c'est la société, et c'est comme l'histoire du Covid, c'est tout va vite, tout va vite. Mais à un moment donné, il faut se poser, il faut attendre, et puis il faut laisser le temps. On veut, tout va vite, et puis il suffit que vous avez 2-3 spécialistes dans le genre. Alors Katia, je veux dire des choses qui sont pas politiquement correctes, mais parce que c'est des choses que j'entends de la part de mes invités. Je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane Clerget, je lui laisse après la parole. Derrière ça, il y a beaucoup d'argent en jeu, malheureusement, Katia. Mais là où vous avez raison, c'est que si on veut que la société tienne, il faut continuer à maintenir ce principe de réalité, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, à part 0,02% de la population, on est avec un sexe masculin ou un sexe féminin, bien sûr. Stéphane Clerget ? Oui, notre devoir en tant que parents, c'est d'apprendre déjà la réalité à l'enfant. Après, lui, il pourra la regretter, cette réalité, et avoir envie de la changer. Ça sera peut-être son objectif de vie. Mais on est obligé de faire la part de faire la différence entre le réel et l'imaginaire, entre l'envie et encore une fois la réalité, hein, quitte à être frustré par cette réalité. Mais oui, je vous rejoins Katia, notre devoir est de dire le réel. Et le réel anatomique, voilà, c'est ainsi. Que ça te plaise ou non, c'est ainsi. Maintenant, tu peux le déplorer et du coup on t'écoute. Hein, et pourquoi est-ce que ce réel te déplaît ? Après, l'enfant peut avoir une fausse idée du réel, c'est-à-dire il peut imaginer j'ai pas envie d'être garçon parce que être garçon m'empêcherait de faire tel ou tel métier. Et on le rassure en disant non, être garçon ne t'empêche pas de faire tel ou tel métier. Être garçon m'empêche de porter du rose. Ben non, tu peux être garçon et porter du rose. Être garçon m'empêche d'aimer un garçon. Ben non, tu peux être un garçon et aimer un garçon. Mais ça t'empêchera de porter un enfant. Voilà, mais ça c'est de toute façon le réel, et il n'y a pas d'opération chirurgicale qui de toute façon lui permettra donc il y a toujours des renoncements dans l'acceptation du réel, et nous en tant que parents on doit aider notre enfant, si on veut qu'il soit heureux, à accepter aussi certains renoncements. Donc oui, je vous rejoins Katia, notre rôle de parent c'est d'aider l'enfant à accepter le réel, mais ça n'empêche pas d'être à son écoute et à le consoler si le réel n'est pas conforme à ses souhaits. Et de ne pas être complice, pardonnez-moi Brigitte, je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane, parce que je trouve, lorsque j'entends beaucoup de témoignages, je trouve qu'il y a une acceptation de la situation,
qui est encore une interprétation. Hein. Il va mal parce qu'il se sent pas garçon. C'est une interprétation. Ce n'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est vraiment subjectif. Je trouve qu'il y a une facilité de complaisance et de complicité chez les mamans qui m'interpelle. Eh bien, on continue à en parler après les infos. Katia, merci d'avoir réagi. Je pense que d'autres personnes, de toute façon, pensent comme vous. Et puis, on est là pour justement tous arriver à mieux se faire une idée. Et moi, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue. Mais il y a cette réalité contre laquelle, malheureusement, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, Katia. Petite devinette, l'amour durable, avec quel animal chaud c'est possible? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons sur ce sujet d'actualité un peu délicat, mais au moins ici on peut parler vrai grâce à vous, Stéphane Clerget. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre et on évoque la construction identitaire. Comment on devient garçon, on devient fille dans sa tête et dans son corps. Vous pouvez bien sûr réagir 0826 300 300. N'hésitez pas. On va donner la parole dans un instant à Gérard qui nous a rejoint. Mais alors j'aimerais bien la réponse à ma devinette. L'amour durable. C'est avec quel animal chaud? Je dis bien animal chaud. Hein. Chaud à sang chaud? Oui, à sang chaud, oui. Vous avez une idée, non? Non. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez comprendre. J'adore comme tire les cheveux. L'amour durable avec quel animal chaud? Eh bien, avec un chaud lapin. Ah. L'amour durable. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde aura compris, mais je vois que vous avez compris. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Brigitte, bonjour votre invité Stéphane Clerget. Bonjour. Et je vous remercie pour vos émissions que j'écoute souvent quand je le peux. Merci. Et ce sont des émissions bien entendu très très intéressantes. Merci Gérard. Nous sommes très très contents de savoir que nous sommes deux personnes très intéressantes. Non mais je plaisante. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et je suis ravie que vous ayez envie de témoigner. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, vous Gérard ? Alors déjà, votre petite blague, je me suis bien amusé parce qu'en fin de compte, j'allais parler d'animaux et de lapins entre autres. D'accord. Oui, parce qu'en fin de compte, quand la question, c'est, si j'ai bien compris, c'est à partir de quel moment on se sent garçon ou fille. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai vécu tout petit, dès ma naissance, dans un milieu où il y avait beaucoup d'animaux domestiques et beaucoup d'animaux de ferme. Donc, ce que je voulais dire, je sais pas si c'est intéressant, mais de tout petit, j'ai vu mes grands-parents, mes parents et moi-même, après quand je pouvais, souffler entre les pattes des poulets ou des lapins pour savoir si c'était mâle ou femelle. Des lapins? Ah oui. Pourquoi? Parce que quand on souffle entre les pattes d'un lapin, on sait si c'est un mâle ou une femelle? Ben, on voit le petit bourgeon. On voit la pine, si je puis dire. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Elle était facile. Pas mal. Oui. Les poulets, c'est pour ça que je me suis bien marré votre histoire. D'accord. Donc c'est un tout petit zizi, le lapin. Eh ben oui, le poulet c'est pareil. Hein, on voit si c'est. Alors on met de côté les sexes, hein, sexe mâle ou femelle, et bien sûr tout petit on nous apprend qu'il y a un sexe mâle et femelle. À quoi ça sert, bien sûr, hein, à faire des petits poulets, des petits lapins, etc. Et puis bien entendu, quand on devient un peu plus grand, on comprend que les garçons et filles doivent s'accoupler. Oui, parce que vous avez vu très jeune, j'imagine, aussi des mâles et des femelles qui se... Bien sûr, les coqs sautaient sur les poules, les lapins, le taureau sur la vache, etc. Hein, ça, je comprends mieux pourquoi ma mère m'appelait mon lapin. Le mouton sur la brebis, bien sûr. Moi, j'ai vu ça tout petit, dès ma naissance, bien sûr. C'est pour ça que je me suis senti tout de suite garçon. Lapin, non? Pas à ce point-là, quand même. Alors, lapin, coq ou taureau, hein, ça dépend. Hein. Peut-être que Gérard se sentait taureau. Oui, hein. Ça dépend de l'anatomie, bien sûr. Non, oui, bien sûr. J'irai pas sur ce terrain glissant.
Non, parce qu'après, on va vous demander si vous aimez qu'on vous souffle dessus. Ça va déraper. Ça n'est pas désagréable. Oui. Mais ce que vous dites est intéressant parce que il est certain que la vie proche de la nature et des animaux nous met tout de suite dans le bain du réel. On vient de parler avec Katia de la réalité du réel. Oui, c'est certain que pour l'instant, on n'a pas encore vu de chiens qui portent des paillettes. Oui, effectivement. Non, mais on a vu des chiens monter d'autres chiens. Et des chiens monter. Donc c'est là on voit aussi justement mais les ça, mystères. c'est des rapports de domination. On sait à peu près aujourd'hui que ça n'a rien de sexuel, contrairement à ce que croient. Non, mais dans le regard d'un enfant, c'est intéressant parce que bien sûr, ça l'interpelle. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans mon expérience, qui ne se produit plus maintenant à grande échelle, aujourd'hui bien sûr, parce que les enfants, depuis de nombreuses années d'ailleurs, même mes enfants, n'étaient pas entourés de tas d'animaux et on ne pouvait pas faire la différence tout de suite de sexe et à quoi ça servait. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant, moi j'ai eu l'expérience, les enfants, dernièrement, un petit gamin, il savait pas qu'un poulet avait deux pattes. Voilà, donc on n'apprend plus rien, il n'y a que des images, et puis les images, c'est assez aléatoire, bien souvent, il vaut mieux voir entre guillemets sur pattes, si je peux le dire ainsi, les animaux vivre leur vie, soit à la campagne, soit... C'est vrai que les enfants apprennent beaucoup des animaux et que c'est indispensable la présence d'animaux auprès des enfants. Ils apprennent beaucoup de choses sur notamment la différence des sexes chez les animaux, sur la reproduction. C'est une base d'apprentissage important et après on leur apprend ce qui différencie justement les humains des animaux, puisque nous on n'a pas d'instinct, on n'est pas géré uniquement par nos hormones et on a beaucoup plus de liberté sexuelle que les animaux évidemment. Mais c'est vrai que la base animale est un bon moyen d'apprentissage qui manque beaucoup aux petits citadins, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que je voulais témoigner, pour savoir si mon témoignage était intéressant ou pas d'ailleurs. Bien sûr, Gérard. Parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que on ne voit plus ça. Par contre, mes enfants continuent, où qu'ils soient, d'ailleurs j'ai des enfants qui sont à 10 000 km de la métropole, continuent à avoir des animaux chez eux. Et c'est en réalité de famille. On ne peut pas se passer d'animaux chez nous. Vous, parce que c'est votre enfance, c'est votre culture, c'est ça que vous voulez dire. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'avec les paillettes, vous disiez, Brigitte, on n'a pas vu de chien avec des paillettes, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, effectivement, quand on voit deux chats, un chat, une chatte, l'enfant voit pas forcément la différence parce qu'il n'y a pas les vêtements, il n'y a pas justement tous les accessoires culturels qui font chez nous humains la différenciation sexuelle. Oui, mais moi je vais même aller plus loin. Stéphane Clerget, moi j'ai des dogs allemands. Ce sont des chiens qui sont très grands et quand on m'accoste pour parler de mes chiens, on dit toujours mes chiens, alors que ce sont des chiennes. Mais parce qu'ils sont grands et forts, et donc on voit bien comment finalement le stéréotype du masculin et du féminin reste très très ancré dans nos têtes, et c'est très bien comme ça, et il faut pas lutter pour. Mais du coup, les animaux, et mes chiens ne se vexent pas parce qu'on croit que c'est des mâles. Vous croyez? Oh, mais il faut peut-être que j'aille voir un pédopsychiatre pour chiens alors. Vérifier, oui. Non, mais à la fois, effectivement, ça conforte les différences des sexes, les animaux, mais à la fois, ça déconstruit un peu, puisque on le voit, on voit que les animaux portent pas les mêmes stéréotypes que nous, quoi. Bon, et ben écoutez. Vous parlez de paillettes, mais moi, excusez-moi, vous parlez de paillettes, mais moi, mes enfants, mes petits-enfants, déguisent les chats et les chiens.
Ils leur mettent des petits vêtements de poupées ou tout comme ça pour les petits chiens ou les petits chats, et puis ils s'amusent avec. Ouais, c'est donc, important. le petit chien, il se transforme en fille ou inversement. Il fallait leur acheter des poupées Barbie, Gérard. Hein. Vous avez manqué votre rôle de père. Oui, effectivement, mais je pense que c'est pas la meilleure des solutions non plus. Non, mais je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mais cela étant dit, je plaisante à moitié parce que je trouve que de trop mettre l'animal dans des rôles d'humain, en quelque sorte, c'est pas forcément bon non plus. Il faut leur laisser leur place de chat et de chien, même si ils sont fous. C'est pour s'amuser pendant quelques minutes. J'entends bien, et j'étais pas du tout, Gérard, j'étais pas du tout en train de vous juger. Je dis juste que de temps en temps, c'est quand même bien de donner cette info parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance un petit peu à trop mettre le chien ou l'animal, je veux dire, dans son rôle qui n'est pas le sien, quoi. C'était juste. Ah non, mais par contre, à ce sujet, j'ai bien sûr les chiens surtout qui courent, etc. Je n'aurais jamais mis une labardine, un truc comme ça, dessus qui pleuve, qui bande, qui neige. Hein. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Et d'ailleurs, je retrouve toujours ridicule des chiens qu'on habille, qu'on voit dans la rue, etc. Un chien, il se protège lui-même avec son corps. C'est ce qu'il a. Hein. Et puis après, s'il rentre mouillé, on le sèche vite fait. Et puis voilà. Mais jamais. Enfin bon, je trouve ça un petit peu ridicule. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci en tout cas Gérard d'avoir réagi. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec Valentin qui va réagir également. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévigny, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à questionner Stéphane Clerget, qui est avec nous, pédopsychiatre, sur les questions d'identité masculine ou féminine. Je rappelle que vous êtes également auteur de ce livre qui est sorti en poche et qui marche très très fort, hyper sensible, hyper amoureux. C'est aux éditions de la Meusardine. Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité Stéphane Clerget. Bonjour Sophie. Voilà, enchanté de passer je suis dans le vif du sujet, je pense, dans la mesure où j'ai opéré une évolution, une transition. Alors je suis pas transsexuelle, hein, je suis travestie. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes c'est à écouter votre voix, on a l'impression que vous êtes née femme. Absolument pas. D'accord. Donc la transition, quand même, vous avez pris des hormones ou il y a quand même quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. J'ai des talents d'imitatrice. J'imitais les profs à l'école. D'accord. Donc là, vous imitez une voix de femme pour nous parler. Oui. D'accord. Tout à fait. Et c'est la voix que je prends quand je suis en Sophie. Donc moi c'est complètement un peu atypique parce que je suis vraiment un homme à la base, malgré ma voix. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant parce que on connaît des imitateurs hommes, mais très peu arrivent à imiter une voix de femme. Je vais me lancer alors. Et Sandrine Alexis, qui est une amie, notamment, elle faisait toutes les voix féminines des Guignols, justement parce qu'il n'y avait pas d'imitateur homme qui savait prendre des voix féminines. Donc c'est pour ça que je suis très surprise. Donc il y a quelque chose quand même chez vous, à mon avis, qui remonte à loin dans votre envie de prendre une voix de femme. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Clerget, mais Oui, c'est intéressant. Je suis peut-être moins sensible aux voix que vous, puisque vous êtes une professionnelle de la radio. Mais oui, c'est vrai que là, on entend une voix de femme. Oui, tout à fait. Alors, moi, à la base, si vous voulez, je suis Sophie, vous pouvez prendre votre voix d'homme, juste pour voir? Oui, je peux la prendre, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est différent. Oui. Ouais, c'est troublant même. Hein. Oui, mais je suis troublante. Alors je repars en Sophie, donc voilà. Donc j'ai fini ma petite histoire. Donc moi à la base, si vous voulez, j'ai pas joué à la poupée. J'avais une vie de garçon étant jeune, gamin, enfant. Donc je faisais des cabanes, je faisais du vélo. Enfin ouais, je m'intégrais très bien dans le groupe des enfants parce que c'est vrai que dans un groupe d'enfants c'est un peu le test, quelqu'un qui est différent. Attention, vous perdez votre voix de femme.
Oui, alors... non, mais c'est intéressant parce que on voit bien, hein, on voit bien dans votre, grâce à votre témoignage, Sophie, on voit bien toute la richesse de la psyché humaine finalement. Complètement. Non, je vous finis l'histoire. C'est vrai que moi j'étais, j'ai eu des jeux de garçons, quoi, hein, et du coup, en suivant, j'ai découvert la bisexualité à l'adolescence. Et puis après, j'étais bi, j'étais vers des garçons. Et puis après, aux alentours de la trentaine, j'aurais jamais pensé avant. Je me suis habillée en femme, voilà, donc je suis habillée en string, bas, mini-jupe, porte-jartel, voilà. Je suis pas du tout transsexuelle, pas du tout. Et j'ai pas envie de l'être. C'est très clair dans ma tête. Je suis très bien en homme. Merci de votre témoignage, Sophie, parce que là, on voit vraiment, oui et non, parce que là, on voit vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de la sexualité que de l'identité, il me semble. C'est-à-dire que votre parcours, il est dû à votre désir d'avoir sexuellement des relations avec les hommes, avec les femmes. Enfin, c'est moins une souffrance identitaire, me semble-t-il. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que vous avez souffert à un moment ou à un autre. Alors voilà. Moi, je n'ai jamais été en souffrance. Hein. J'ai toujours pris ça comme un gros délire d'aller en club. Je suis même sorti en club échangiste, hein, en boîte libertine et tout ça, en Sophie, hein, d'ailleurs. Maintenant beaucoup moins, ça me dit plus rien. Mais pour dire que je suis, comme on disait à l'époque, auto-reverse, quoi. Je peux être d'un côté, de l'autre, double jeu. Mais vous êtes d'accord avec ce que je disais, Stéphane Oui, Clerget? je trouve intéressant parce que c'est ça la palette aussi de l'être humain. Oui. Et je sais qu'il y a des hommes qui sont très attirés par des hommes habillés en femmes, mais pas forcément des transsexuels, justement. Donc je pense qu'il y a une clientèle, si j'ose dire, sentimentale et sexuelle pour les travestis, bien sûr, et c'est chouette. Oui, enfin après, c'est à la carte, j'ai envie de dire, chacun, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, c'est pour ça tous ces mouvements où on généralise, c'est pas aussi simple, c'est plein de subtilités, enfin voilà, moi je suis moi, quoi, comme disait François Hardy, la chanson, je suis moi, j'entends, je sens et je vois, quoi, voilà, je suis moi. Oui, mais est-ce que vous comprenez quand même, Sophie, que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut être dérangeant d'entendre quelqu'un qui finalement est plusieurs personnes dans la même personne? Oui. Alors après, je suis tout à fait bien dans ma tête. J'ai pas de trouble psy. Je sais qui je suis au fond. Voilà, alors qui vous êtes au fond alors? Je suis un homme. Et je suis en homme. Je fais pas du tout gay si on me croise dans la rue. J'ai pas du tout de signes. Hein. On peut pas voilà, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes en plus. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas voilà, je suis complètement. Je peux passer d'un monde à l'autre. Et puis c'est ma petite bulle d'oxygène, c'est mon petit moment, ma petite parenthèse, c'est mon petit délire à moi. J'entends bien. Vous voilà. vous sentez homme, mais vous avez envie dans votre sexualité de jouer le rôle de la femme. Jouer le rôle, même pas, non, c'est oui, jouer le rôle. Oui, enfin. Oui, parce qu'on pourrait aller avec des hommes en tant qu'hommes. Or là, vous allez avec les hommes habillés en femmes. Ah oui, c'est captivant, quoi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez encore avec des femmes ou ça vous intéresse plus? Alors si je trouve quelqu'un qui me plaît beaucoup, qui m'interpelle psychologiquement pour le coup, et oui, pourquoi pas. C'est pas le cas, hein. J'ai pas trouvé, en ce moment je trouve pas quelqu'un qui me... J'ai vécu avec une femme, mais je trouve quelqu'un qui me parle. Ma question était un peu orientée parce que je m'attendais un peu à votre réponse. Hein, donc, oui, vous avez capté, oui. Je sais que vous captez. Non, mais ça semble assez évident dans l'évolution de notre psyché. On a tendance, avec le temps, je trouve, à être plus comment dirais-je, je cherche un mot qui soit compréhensif pour tous. Au début, on touche un peu plus à tout, et puis au fond de construction de la personnalité, on affine et on s'oriente plus vers une chose en particulier, je veux dire. Bon, j'ai essayé. Oui, c'est comme sur le plan alimentaire. Moi, je comprends très bien. On mange tout le temps des pâtes, quoi.
Oui. Non, mais je crois que vous avez très bien compris, Sophie. Mais merci en tout cas de ce témoignage qui, encore une fois, montre bien toutes les palettes de la nature humaine. Hein. Oui, mais moi je trouve que c'est un témoignage positif parce qu'on entend beaucoup de liberté et une liberté. Et le choix de vivre, oui. Qui porte préjudice à personne et qui est bien contrôlée aussi. Merci beaucoup, Sophie. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Je vais parler de nos 2 besoins amoureux et puis on aura Karine qui a testé pour nous un jouet. Et puis il y aura plein de choses encore, je crois. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, on va parler de 2 besoins qui sont importants dans l'amour. À la fois le besoin d'une relation sécurisante qui permet de se sentir bien, d'avancer ensemble, et puis également d'une relation excitante, pleine de sensations nouvelles. Et il faut allier les deux, ce qui n'est pas toujours évident, notamment avec le temps, puisqu'on sait qu'une relation après quelques années perd un peu en excitation, voire même beaucoup. Et donc j'ai trouvé 5 manières de gérer ces 2 besoins qui sont en fait assez incompatibles en finale. C'est vrai. Alors la première, par exemple, je ne veux pas en entendre parler, je surinvestis mon travail, éventuellement une passion, pour aller chercher ailleurs des excitations que n'apporte plus le couple. Oui. On connaît cette façon de vivre en couple. Deuxièmement, je ne veux pas en entendre parler, je me frustre, je me déprime, et souvent ce sont des gens qui ont une morale forte, qu'elle soit religieuse ou pas, mais en tout cas, ils n'imaginent même pas qu'ils puissent être infidèles. Troisième manière, je veux bien, mais comme je suis quelqu'un d'entier, je change de partenaire tous les 3 ans, puisqu'on sait que l'amour dure 3 ans, donc on vit des aventures successives, et puis comme ça, on a à la fois la sécurité et l'excitation. Quatrième moyen, je veux bien, donc je négocie notre couple, et éventuellement, on pratique le libertinage, le polyamour, ou alors l'adultère, et on ne dit rien, mais on... Couple libre. Voilà. Et puis cinquième manière, je veux bien, mais je garde mon couple discrètement, je vis des aventures parallèles, voilà. Sans rien dire. Sans rien dire. C'est important de se rendre compte que, on aime se sentir bien avec quelqu'un, se sentir en sécurité, mais en même temps, on aime bien que ça bouge un peu. Donc, mais on aimerait bien aussi quand même peut-être retrouver avec son ou sa partenaire avec qui on est sécure cette excitation. Est-ce qu'il y a des moyens de la retrouver? Ce sera votre prochain sujet. Non, je crois que le seul moyen, c'est de ne pas la laisser tomber. Il faut toujours la réallumer avant qu'elle s'éteigne complètement, tout simplement. Karine est avec nous. Elle a reçu ce stimulateur connecté Cœur Vie de la marque Satisfyer que l'on retrouve sur rudesplaisirs.com. C'est parfait. Il est assorti à la couleur de ma veste, donc blanc, c'est très beau. On ne le voit pas très bien si je le montre à l'antenne. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, l'engin, si je puis dire. Alors, l'engin, en effet, donc j'ai reçu ça à la maison dans une belle boîte violette, et il est tout blanc, donc il est plutôt joli, souple, très doux. Il a plusieurs fonctions puisqu'il est connecté également. Donc en fait, c'est plus tellement avec le jouet qu'on commande, mais plus avec son téléphone pour pouvoir bénéficier des différentes fonctionnalités plus facilement en fait, parce que c'est vrai que sur la commande en fait c'est assez basique. Oui. Il y a plus de fonctions sur le téléphone, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il y a plus de fonctions liées avec l'application connectée sur le Cœur Vie. Voilà. Après, je l'ai testé également avec mon compagnon, mais il m'a pas donné beaucoup de sensations, on va dire.
Voilà. Mais ce qui est efficace, on va dire. Oui, ce qui est bizarre, c'est que je trouve qu'il n'a pas l'air de vibrer beaucoup. Non, il est très large, je pense, au niveau de l'embout, et donc il connecte pas forcément près de la zone en fait du clitoris érogène. Voilà, donc pour moi, il est pas efficace. L'effet womanizer, il faut aller très très loin pour le sentir, donc je vois pas très bien comment il peut stimuler le clitoris, ou alors il faut avoir un clitoris en forme de pénis. Hein. Ah oui, donc c'est plus pour les hommes alors. Alors si c'est pour les hommes, il faut en avoir une toute petite. Hein. Parce que vu la. Oui, non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est pour les lapins. Ouais. Voilà, c'est pour les lapins. Voilà. Ça doit être ça. Non, mais je suis d'accord, je suis assez surprise, je ne sais pas trop bien quel est son intérêt. Mais enfin bon, il est en effet très connecté. Bon, peut-être que c'est ça son intérêt, j'en sais rien. Mais il souffle, j'ai l'impression qu'il souffle de l'air, non? Oui, il y a de l'air pulsé. Il y a de l'air pulsé. Mais regardez, je vous l'envoie, vous allez voir, il faut arriver à rentrer le clitoris là-dedans. Je vois pas très bien comment on fait. Et là, il y a de l'air. Ça peut faire sèche-cheveux, non? Non. Ou alors, il faut avoir les cheveux très très courts comme vous. Hein. Voilà. Donc, très joli, mais pas très efficace. On va dire. Bon, vous me donnez sa note. Là, je crois qu'il est parti par terre. On va le laisser. Je dirais 4 sur 10. 4 sur 10, oui, je comprends. Ouais. Écoutez, en tout cas, merci de l'avoir testé, Karine. Et j'en profite, on est encore à l'antenne la semaine prochaine. On arrête vendredi prochain, nous, dans cette émission. Mais je voulais remercier toutes les testeuses parce que, en règle générale, d'abord, vous avez toutes fait bien votre travail. Et en règle générale, ce que vous me dites est assez proche de ce que je pense. Donc, on va pouvoir peut-être faire un best-of des sextoys un de ces jours. Ah oui, bonne idée. Merci Karine, en tout cas. Stimulateur connecté Cœur Vie de la marque Satisfyer. On le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et on continue avec Lila qui nous a rejoint. Bonjour Lila. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, moi je voulais effectivement témoigner que à l'après-ado, je me suis posé de sérieuses questions, quoi. En fait, j'avais envie de ressembler à un garçon. Alors, c'était en quelle année qu'on constitue un peu Alors, c'était en 74. D'accord, donc c'était bien avant qu'on parle de tout ça, oui. Oui, tout à fait. En fait, mais bon, moi j'étais tellement mal chez moi, j'avais l'impression que ma mère ne m'aimait pas et qu'elle préférait ses fils. Voilà, et mon père était un gros macho aussi, il n'y avait que le football et la boxe qui l'intéressaient, donc je me disais, si j'étais un garçon, je pourrais leur plaire plus. D'accord. Mais bon, mais en moi, si vous voulez, après en grandissant, moi je me suis aperçue que j'avais un côté très très garçon. J'ai une énergie masculine assez prononcée, quoi. Mais tout en étant très fille aussi, quoi. Donc en fait, j'ai jamais eu envie de changer de sexe malgré tout. Non, mais on voit bien, et merci de ce témoignage, Lila, parce qu'on voit bien aussi que c'est pas si simple quand on est ado, et on peut avoir envie, et comme c'était pas la mode à l'époque, ça ne vous a pas travaillé plus que ça. Si ça avait été à la mode, peut-être que vous auriez éventuellement envisagé peut-être je pense pas que vous auriez été plus loin, parce que vous semblez tout à fait bien dans votre... Non, tout à fait. Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, je me définirais plus dans les bisexuels en plus. J'ai cette énergie féminine mais masculine, quoi. J'aime bien être, avoir ce côté garçon, mais tout en étant très féminine. Donc je me dis que si j'avais passé le cap à cette époque-là, je pense que je regretterais, quoi. Oui, parce que là, ce qui est intéressant dans votre témoignage pour les ados qui nous écoutent aussi, c'est de voir que finalement l'envie de changer de sexe, vous l'avez clairement dit, on est dans une famille où finalement on est beaucoup plus aimé si on est un garçon, et par le père et par la mère, et en plus où la place des femmes est pas terrible, parce que si le père est macho et qui fait sa loi, le pouvoir est du côté des hommes. Donc c'était finalement aussi peut-être pour ces raisons-là qu'il y avait l'envie d'être un garçon, mais c'est pas forcément dans un autre milieu, vous auriez peut-être pas eu envie de l'être. Si vous étiez dans un milieu où on aimait les femmes et où le père était pas macho, vous auriez pas eu envie d'être un garçon, peut-être. Je pense. Il y a eu beaucoup de ça qui m'a influencé.
Oui, bien sûr, mais c'est, je crois, encore une fois, ce qu'il faut toujours rappeler, l'être humain se construit en fonction de ses modèles. On sait que notre moi, d'ailleurs, il se construit tout au long de notre vie, et obligatoirement, le milieu dans lequel on grandit, la société dans laquelle on grandit, la culture dans laquelle on grandit, ont des influences sur notre construction, pas forcément qu'identitaire d'ailleurs, mais moi je vois par exemple aujourd'hui, il y a de plus en plus, c'est pas votre cas Stéphane Clerget, mais on voit de plus en plus d'hommes qui portent la barbe par exemple. C'est devenu un peu à la mode, et pourquoi pas, encore une fois. Mais on voit bien qu'il y a des modes, il y a par exemple le tatouage, il y avait pas d'ados qui se tatouaient dans les années 70, et aujourd'hui on en voit énormément qui se tatouent. Bon, il y a des modes. Et forcément, ça influence nos comportements. Oui, comme si les hommes voulaient aussi se différencier beaucoup des femmes avec ces histoires de poils. Oui, absolument, absolument. C'est fort probable. Mais sur ce que vous dites, Lila et vous, Brigitte, sur l'environnement, on voit par exemple au XVIIe siècle, il y avait déjà des hommes qui voulaient être femmes et des femmes qui voulaient être hommes, mais des cas d'hommes qui s'habillaient en femmes ou qui se faisaient passer pour des femmes, c'était très rare, parce qu'à l'époque, c'était pas terrible d'être femme. Par contre, le nombre de femmes qui s'habillaient en hommes, qui s'engageaient dans l'armée, il n'y avait pas que Jeanne d'Arc, qui s'engageaient dans l'armée en se faisant passer pour des hommes, il y en avait beaucoup plus, parce que c'était beaucoup mieux d'être un homme au XVIIe siècle que d'être une femme. Aujourd'hui, c'est moins vrai, c'est peut-être de mieux en mieux d'être une femme, et c'est vrai qu'on a plus de gens qui veulent être femmes que hommes aujourd'hui. Oui, vous voulez dire qu'il y a plus d'hommes qui ont envie de devenir des femmes que le contraire, Oui, c'est bien ça. Comme si finalement c'était plus socialement plus intéressant d'être femme aujourd'hui, comme si les femmes peut-être avaient plus de pouvoir, malgré ce qu'on peut dire sur différence des salaires ou autre, comme si finalement être femme, ça laissait plus de champ du possible qu'être homme. C'est fort probable, et peut-être qu'il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont élevés par du féminin que par du masculin, avec l'absence de père, avec dans l'éducation nationale pratiquement beaucoup plus de femmes. Enfin, il y a peut-être ça aussi. Ça peut jouer, donc c'est des modèles féminins plus que masculins qui sont donnés aux enfants. Des modèles de pouvoir et de puissance aux yeux de l'enfant, bien sûr. Aux yeux de l'enfant, évidemment. Intéressant. Toujours. Merci Lila, en tout cas, de votre témoignage. Merci à vous. On continue dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Vous pouvez réagir. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et il nous reste quelques minutes pour conclure ce sujet. D'abord, merci Stéphane Clerget. Vous êtes pédopsychiatre, donc vous recevez évidemment des adolescents qui sont en questionnement. De plus en plus. De plus en plus, vraiment. Oui, vraiment. Depuis 4-5 ans, oui, vraiment, de plus en plus, oui. Et pour vous, ça vient de quoi? Parce qu'on en parle plus, ou parce qu'ils ne vont pas bien, parce que... Parce que c'est un mode, ça peut être un mode d'expression effectivement de questionnement propre à l'adolescence. Les modes d'expression évoluent, mais aussi parce qu'il y a l'idée que c'est devenu possible. Ce serait facile, ce serait facilité, et puis aussi parce que en fait, pourquoi davantage? On n'a pas non plus forcément les réponses. Mais il y a des questions autour de l'identité, comme si aujourd'hui c'était beaucoup plus facile de changer globalement d'identité, d'apparence. Peut-être les réseaux sociaux qui favorisent les images de soi comme identité. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements identitaires aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des explications éducatives. En tout cas, on n'a pas toutes les explications. Bien sûr. La réalité est qu'il y en a a de plus. Et vous voyez que depuis 4-5 ans que ça va en augmentant réellement. C'est croissant, oui. Les questionnements, oui, c'est un sujet de questionnement qui se pose beaucoup plus qu'autrefois. En tout cas, ils viennent en consultation. Avant, ils venaient peut-être pas. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus dans les médias. Ça, c'est une évidence. Donc, ça peut être une accroche, c'est-à-dire qu'on vient pour ces questions-là, et puis finalement, c'est d'autres préoccupations qui sont traitées. René est avec nous. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Stéphane. Bonjour.
Voilà, je vous appelle simplement parce que il se trouve que j'ai vécu pendant 1 an et demi avec une personne trans. Et donc ça se passait bien, mais je trouvais quand même, bon, elle était très mignonne, très gentille, mais elle avait quand même toujours des comment on appelle ça, des allures masculines, enfin elle avait toujours un côté masculin, quoi. Alors, votre témoignage est important parce que on voit bien que vous faites pas partie, si je puis dire, d'une communauté pro-trans, mais vous êtes un homme qui a rencontré donc cette femme. Quand vous l'avez rencontrée, vous avez été séduit. Je suppose que quand vous l'avez rencontrée, vous pensiez que c'était une femme, c'est ça ? Oui, je l'ai rencontrée en fait sur un site de rencontre. D'accord. Et elle se présentait en tant que femme. Oui, voilà. D'accord. Et après, quand je l'ai rencontrée, en fait, c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle était trans, en fait. Et elle vous l'a dit tout de suite avant que vous ayez flirté ensemble ou... Oui, elle me l'a dit et moi je lui ai dit, écoute, c'est pas un souci. On peut faire un petit voyage ensemble et puis voilà. Donc elle était opérée, elle avait subi une vaginoplastie, oui, c'est ça ? Elle avait été opérée en Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Oui. Oui, Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations en Thaïlande parce que ça coûte moins cher. Oui. Ouais. Donc, mais bon, c'est vrai qu'elle était mignonne. Enfin, mignonne. Je veux dire, moi, j'ai 65 ans, elle en avait 60. Et ça se passait très bien. Bon, elle avait, en fait, physiquement, elle avait très joli sein, pas de problème. Au niveau du sexe, c'était parfait, quoi. Je veux dire, c'était bien, oui, très bien fait. Bien sûr. Mais quand elle vous l'a dit, ça vous a surpris ? Excusez-moi, je pose toutes ces questions parce que je pense que c'est les questions que les auditeurs auraient envie de vous poser, hein, René. Donc, mais merci de témoigner. Quand elle vous l'a dit, ça vous a surpris ? Comment Oui, ça m'a surpris, mais en fait, ça m'a surpris. Et en fait, je suis divorcé depuis quelques années, bien sûr, et ça m'a surpris dans le sens où, en fait, je peux dire que j'ai voulu faire une expérience, voilà, et voir vraiment si ça se passait comme avec une fille normale, quoi, je veux dire. Enfin. Oui, non, mais normal, en fait. Oui, non, mais quand je vous demandais si vous avez surpris, c'était d'abord sur le plan physique. Est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que pour vous c'était vraiment, elle avait tout. Elle avait quand même un physique d'homme, en fait. Hein. D'accord. Je veux dire, elle avait pas les fesses rebondies comme une femme. Enfin, je veux dire, voilà, c'était. En même temps, elle prenait des hormones, etc. Bref. Oui, en même temps, il y a des femmes aux fesses plates. Oui, absolument. Hein. J'en ai vu. Oui, non, mais je sais. Oui, non, mais c'est intéressant. Donc vous dites, après tout, j'ai envie de vivre cette expérience, je suis bien avec elle, on verra bien, et donc vous êtes resté 1 an et demi avec elle, hein, c'est ça ? Voilà, exactement, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes séparés au fond ? Ben, c'est après, je me suis aperçu que c'est moi qui gérait un peu tout, quoi, en fait. Elle faisait pas la vaisselle Voilà, c'est ça, exactement. La lessive, vaisselle, repas. Ah, c'était une princesse. Ouais, non, mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Elle avait raison de devenir femme, hein. Ouais, non, mais voilà. Le problème, il est là, c'est que j'ai vécu quand même avec avec quelques femmes, dont mon épouse avant le divorce. Mais ça n'avait rien à voir, en fait. Vous seriez pas un peu macho? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais disons que j'avais quasiment les tâches
de femme à effectuer, quoi, en fait. Mais alors, est-ce qu'elle accomplissait bien le devoir conjugal, au moins? Ah oui, tout à fait. Ah bah alors... Elle était trop demandeuse, en fait. Trop? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'était même devant mes amis. Elle arrivait du travail. Elle me roulait une grosse pelle devant mes copains, quoi, en fait. Oh, c'est mignon. C'était un peu gênant pour moi, parce qu'en fait, une femme qui rentre du boulot, on se fait un petit bisou, c'est tout, quoi. Et puis elle file à la cuisine, quand même, enfin. Ouais, non, mais voilà. Voilà, c'est pour ça que, bon, à force, je l'aimais beaucoup, enfin, je l'aimais bien. Oui, mais ça a duré 1 an et demi. Mais on se moque un peu de vous, René, hein, mais votre témoignage est vraiment intéressant. Ouais, c'est génial. Est-ce que vos amis étaient au courant du fait que c'était une trans ou pas? Oui. Et justement, je leur ai dit. Et alors justement, est-ce qu'il y a eu des réflexions ou est-ce que tout le monde a... Oui, tout le monde rigolait. Rigolait, oui. Mais c'est une manière d'être un peu gêné, ça, hein, souvent. Ouais, ça me gênait un peu. Par contre, c'est vrai que j'ai encore de très bonnes relations avec mon ex-épouse et je lui ai présenté, quoi. Je veux dire, on est restés amis, même divorcés. On est restés amis et je lui ai présenté. J'ai dit voilà, c'est Virginie, c'est un ancien homme en fait qui est devenu femme. Et voilà, donc elle a très bien compris aussi. Donc ça s'est très très bien passé, quoi. Je veux dire. Sauf qu'elle lui a pas appris à faire la cuisine. Exactement. Ça se passait surtout restaurant et après. Ça revenait cher alors. Non, mais souvent c'est elle qui payait. Ah, cool. Oui, cool. Mais c'est vrai qu'ici, chez moi, c'était moi qui cuisinais et la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Bon, enfin, quoi. Écoutez, quand même, hein, vous êtes un peu... Elle se mettait au lit, elle m'attendait, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Vous aviez quand même une formidable maîtresse qui, en plus, vous invite au restaurant. Moi, je trouve que vous étiez un petit peu... difficile. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez quittée uniquement parce qu'elle ne faisait pas la cuisine. Non, c'est parce que je me suis quand même aperçu qu'elle avait quand même toujours ses manières d'homme. Je veux dire, voilà. Elle était transformée physiquement, mais mentalement, elle avait quand même ses... Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pétait, elle rotait? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle vision des hommes vous avez, Brigitte? Mais non, mais j'essaye de pousser René... J'essaye de pousser René dans ses retranchements parce que je crois que c'est quand même ça que vous avez tous envie de savoir. Ben oui. C'était... Oui, non, mais je veux dire, mentalement, je veux dire, dans son cerveau, elle avait toujours ses manières d'homme, quoi, en fait. Mais donnez-moi un exemple concret. Avec des talons, elle marchait comme un homme. Je veux dire, c'était pas... Mais ça marche comment, un homme avec des talons, René? Ben, je sais pas, justement, mais voilà, parce que... non, mais... Elle avait pas la grâce d'une femme, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça, exactement. Oh, ben, il y a des femmes qui tiennent mal sur les talons, hein. Bah oui, oui. Non mais voilà, c'est qu'elle n'avait pas la grâce d'une femme. Moi, à la limite, une femme qui se pointe chez moi en basket sera plus féminine qu'elle avec des talons et qui sait pas marcher, quoi. Bon, enfin bon, vous en avez quand même bien profité pendant 1 an et demi, hein, René. Oui, tout à fait. Ben disons que voilà, ça m'a permis de faire une expérience que j'aurais jamais eu oui, et puis l'occasion de faire dans ma vie, quoi. Mais est-ce que vous étiez amoureux? Parce que vous dites expérience, c'est un peu détaché quand même. Est-ce que vous étiez amoureux d'elle? Un petit peu. Oui. Au début. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça vous a excité un petit peu quand même, cette situation? Absolument. Hein, on est d'accord, oui. Ça m'a excité, oui, tout à fait. Tout à fait.
ça m'a excité dans le sens où on vivait quand même un truc à part, quoi. Ouais. Une transgression. Et vous avez gardé contact avec elle, comme avec votre ex-femme? Ben, je l'ai recontactée par mail, par texto. Elle m'a jamais répondu. Ah bah elle non. est blessée, oui. Bon, en tout cas, merci vraiment je me moquais un petit peu comme ça, génial, René, mais votre témoignage est formidable et ça montre aussi une grande ouverture d'esprit et je crois que c'est très bien qu'on termine sur votre témoignage. Merci beaucoup Stéphane Clerget, c'est un vrai sujet en tout cas et on a eu des témoignages totalement différents qui montrent bien toute la complexité de ce sujet et j'espère que ça vous a tous aidé à écouter tout ça, à vous rendre compte que c'est pas si simple d'être humain. Demain, on sera avec Sandy Boulanger, on va parler de notre zone de confort au-delà de laquelle on ne veut pas être approché par un étranger. Et tout de suite, vous retrouvez Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.